Bonjour et bienvenue dans Les Cousins font leur cinoche. Et voilà, je suis accompagné par le flingueur de YouTube, le Clint Eastwood de la critique, Dirty Tommy, mon cousin. Salut tout le monde. Salut. Et donc aujourd'hui, eh bien, on a eu envie de vous parler du dernier chef-d'œuvre de Luc Besson, Anna. Tu te rappelles le bon vieux temps quand on avait fait Valérian? C'était chaud quand même. Ah oui. Et là on recommence. Et là on recommence. Mais attention, il va y avoir une deuxième partie dans la vidéo où on va parler aussi de Luc Besson. Pourquoi on aimait Luc Besson, et ça on va vous expliquer dans la deuxième partie de la vidéo. Mais pour l'instant on s'attaque tout de suite à Anna, écrit et réalisé par Luc Besson. Et donc... qui est un remake de Nikita. Voilà, qui est une sorte de remake déguisé, on va dire. Mais sauf que le personnage féminin est russe. Donc ça change tout. Ouais, ça change tout. Ça change évidemment tout. On peut pas dire que c'est un remake. Ça n'est pas du tout la même histoire, puisque c'est l'histoire d'une femme qui est contrainte et forcée à travailler pour les services secrets russes. Donc ça n'a rien à voir avec Nikita, qui était l'histoire d'une femme qui est contrainte et forcée de travailler comme espionne pour les services secrets français. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas du tout la même histoire. Donc voilà. Alors Anna, bah voilà, je viens de vous résumer un petit peu. Voilà, c'est tout. Merci. Au revoir. Voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a plus rien à dire sur l'histoire. Bah, non, en mais... fait, voilà, bah, c'est un peu ça le problème aussi de ce film, avant d'attaquer la critique, c'est que bah, c'est un remake déguisé de Nikita, sauf que, à la différence d'un Nikita, dans Nikita, on t'expliquait en fait comment elle devenait justement agent des services secrets, et c'était ça qui était intéressant, c'était tout le parcours du personnage, qui allait justement du voyou jusqu'à le fait qu'elle devienne super badass et qu'elle puisse tuer plein de gens et tout ça. Enfin, c'était super intense. Bah là, oui. Voilà quoi. La différence qu'il y a avec Nikita, c'est que là, dans Anna, le personnage, il est déjà badass. Il est déjà a déjà des aptitudes. Effectivement, c'est déjà moins excitant à regarder que Anne Parillot, qui ne savait pas se servir d'un flingue, tu vois, qui avait tout à apprendre. En termes de personnage féminin fort, c'est moins pertinent parce que il n'y a pas effectivement comment te dire, cette vulnérabilité qu'il y avait dans Nikita avec Anne Parillot. Là, la nana, elle est pratiquement invulnérable. Mais ce que je voudrais déjà dire, c'est que franchement, enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, quand je suis allé voir ce film, je m'attendais à voir une catastrophe industrielle. Et franchement, ça va. C'est pas un navet, c'est juste un mauvais film. Bah, disons... enfin, c'est juste... Oui, voilà. Non, c'est pas le navet auquel on pouvait s'attendre. Je m'attendais à une catastrophe. Une catastrophe, mais disons que bon, c'est pas non plus un grand polar. C'est pas un polar qu'on va retenir dans l'histoire du cinéma. Bah, voilà, c'est ça. C'est que le film, il a été considéré, enfin, il a été vendu comme un thriller d'espionnage. Ouais. Et franchement, moi, je ne vois pas où est le thriller là-dedans. L'espionnage, ok, d'accord, je veux bien, parce que bon, bah voilà, on suit des missions pendant tout le film de ce personnage, mais il n'y a pas ce côté thriller où tu vibres, où le thriller, c'est d'avoir des frissons, c'est d'avoir, il faut qu'il y ait du suspense, etc. Mais là, il n'y a pas vraiment de suspense, puisque tu sais que la nana, elle va dessouder tout le monde. Après, c'est pas pour défendre Besson, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'il se retrouve coincé, le mec, parce que il se dit, il faut que je resurfe en fait sur un succès d'antan, fin des années 80, parce que Nikita, attends si je me trompe. Oui, c'est fin des années 80. Mais il se retrouve coincé parce qu'il peut pas refaire non plus Nikita, donc il est obligé de le refaire sans le refaire, c'est-à-dire en mettant une nana au centre des débats, etc., badass, au sein d'une histoire policière, service secret, machin, mais sans mettre le background, parce que sinon ce serait trop un décalque de Nikita d'avant. Donc c'est vraiment, enfin, pour moi ce projet il est totalement insensé, quoi. C'est-à-dire tu as envie de lui dire à Besson, mais ne le fais pas, fais autre chose. Voilà. Alors quand il fait Valérian, il se fait démonter. C'est ça aussi le problème, parce que le film n'est pas assez bon. Du coup, il revient aux anciens trucs, mais c'est pas bon non plus. Enfin... Ouais, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a voulu, je pense, recycler. Il a voulu recycler son succès de Nikita, parce que justement, la EuropaCorp, ils sont vraiment dans le creux de la vague. Et d'ailleurs, là où on parle, je crois que EuropaCorp est en train de se faire racheter par un fonds d'investissement américain ou je sais pas quoi. Ils sont endettés. Enfin bon, c'est une catastrophe. Et je pense que ce film Anna, c'était le truc de la dernière chance, tu vois, pour essayer de récupérer des sous, quoi. Mais sauf que là, le film est sorti aux États-Unis fin juin, il a fait un bid. Il a fait un bid au box-office, il a fait un bid auprès des critiques d'ailleurs, parce qu'il a 28% sur Rotten Tomatoes. Enfin bon, c'est très mal parti. En France, il est pas bien parti non plus pour être un énorme succès comme Lucie, par exemple. Moi, je pense que le problème, il se situe surtout au niveau script, au niveau écriture. Bon, Besson, pour moi, ne sait pas écrire un scénario, je le redis encore. Mais le truc, c'est qu'en plus, là, il te fait un film qui est basé sur une multitude de twists, parce que, désolé pour les spoils, on va un peu spoiler.
Un petit peu vite fait, Tu peux enfin, spoiler. enfin, je sais même pas s'il y a à spoiler. Est-ce qu'il y a vraiment à spoiler? Voilà, le côté, en fait, on essaye de te faire croire que ce que tu vois, en fait, c'est pas ce que tu vois, parce qu'on remonte dans le temps après, sur la scène d'après, on te dit, eh ben non, ce que t'as vu là, dans le présent, je vais remonter, je vais faire un flashback 6 mois avant, et en fait, ah bah je t'ai trompé. Le problème, c'est qu'on t'en fait un, on t'en fait deux, on t'en fait trois. Au bout d'un moment, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'écriture quand même là-dedans, quoi? Enfin, c'est-à-dire que c'est pas factice tout ça. Enfin, voilà, ça fait très artificiel. C'est-à-dire que sur le principe, pourquoi pas, tu vois, de faire des allers-retours dans le temps, ça peut être, ça peut structurer le scénario de façon intéressante. Mais sauf que c'est toujours pour faire la même chose. C'est toujours pour. Et en fait, non, regardez. Ce que vous avez cru comprendre dans cette scène, ce n'est pas ça, je remonte dans le temps et je vous montre un autre point de vue et en fait ça. Donc, ok, ça peut marcher une fois, deux fois, mais là c'est 4 fois, 5 fois, à la fin tu dis, bon, mec, change un petit peu de procédé, quoi, c'est bon, c'est un peu répétitif, quoi. Et du coup, pendant tout le film, je sais pas si ça t'a fait ça, mais vu que on ne sait jamais véritablement quelles sont les motivations du personnage, voilà, on ne sait jamais vraiment ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, est-ce qu'elle travaille vraiment pour le KGB, est-ce qu'elle travaille vraiment pour la CIA, est-ce qu'elle travaille pour qui elle travaille, etc. Est-ce qu'elle a un intérêt amoureux avec Cillian Murphy, avec Luke Evans, est-ce qu'elle éprouve des sentiments? On ne sait jamais vraiment quels sont ses véritables sentiments. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'empathie avec cette structure-là? Ah, mais totalement. Et non seulement il y a un problème d'empathie, en plus, absolument rien n'est résolu. Alors, je parle pas de l'intrigue finale, en fait, et du fait que, attention, spoiler, du fait qu'en vérité, elle va se libérer à la fin et tout ça, et qu'elle va gagner sa liberté, d'accord? Bon, ça, à la limite, d'accord, c'est traité, mais c'est vrai que sur tout ce que tu cites là, Luc Besson, il s'en tape, quoi, il s'en cogne complètement, quoi. C'est-à-dire qu'il exploite des choses qu'il ne va même pas résoudre, quoi. C'est le gros problème de ce film, donc c'est pour ça qu'on parlait de problème d'écriture et tout ça, mais... Parce que la réalisation, elle est quand même sympa. Bon, Besson, il en a encore un petit peu sous le capot, j'ai envie de dire. Bon, même si peut-être que des fois ça fait penser, tu sais, aux petites productions EuropaCorp, genre un peu dernier Baiser du Dragon, je sais plus lequel, avec Jet Li. Oui, Baiser mortel du Dragon. Baiser mortel du Dragon, machin. Bon. Honnêtement, voilà, c'est ce que... Non mais oui, on va dire que les scènes d'action, elles font le café. Mais elles n'ont rien d'extraordinaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a un moment donné, il y a une scène d'action qui se passe dans un restaurant. Et cette scène est beaucoup trop longue, je trouve. C'est une scène d'action elle doit durer, peut-être 3 minutes, tu vois. Alors tu vas me dire, c'est pas très long, 3 minutes, mais en vérité, si. Parce que c'est la scène d'action bateau lambda où tu vois la meuf dessouder des gars, mais il n'y a rien dans la mise en scène ou dans les mouvements de caméra qui te rend cette scène incroyable. Et je pense par exemple à Kingsman de Matthew Vaughn, quand il fait cette scène complètement surréaliste dans l'église. Dans l'église, dans le premier. Dans le premier, avec la musique de ouf, et Colin Firth et tout, qui dessoude tout le monde. Ouais. Mais pourquoi cette scène, elle est jouissive, elle est jubilatoire? Parce que la mise en scène, elle est incroyable. Ah, la mise en scène, elle est incroyable. Il y a tout un plan séquence qui est construit, etc. Enfin, il y a une plus-value, quoi. C'est ça que je veux dire. Là, il n'y a pas de plus-value dans les scènes d'action. Ah, tu veux dire que ça a moins d'inventivité, par exemple, que dans un Nikita, par exemple? En fait, Nikita, les scènes d'action n'étaient pas incroyables, mais il y avait quand même tout ce suspense. Tu sais, quand elle est justement dans le restaurant et que là, t'as la musique d'Eric Serra qui commence, et tu te dis, mais putain, comment elle va faire pour s'en sortir? Et tu te poses cette question parce que tu connais la vulnérabilité d'Anne Parrillo, de ce personnage. C'est un personnage qui a des faiblesses, mais c'est ce qui la rend plus forte. C'est pas en la rendant complètement invulnérable et avec des capacités qui dépassent l'entendement, quoi. Non, c'est nul, ça rend pas le personnage féminin fort. Ce qui rend le personnage féminin fort, c'est de l'avoir traversé, tu vois, de l'avoir affronté une certaine adversité, de l'avoir lutté, tu vois, de s'en prendre plein la gueule. Et Anne Parrillo, elle s'en prenait plein la gueule. C'est vrai, c'était ça. Et là, il te balance ce personnage d'espionne russe en te la faisant citer du Tchekhov ou du Dostoïevski. Genre, elle est intelligente. Mais ça suffit pas. Ça, c'est genre, oui, c'est la caution intellectuelle. Regardez, personnage intelligent. Mais non, ça la rend pas... C'est factice, enfin c'est artificiel, ça la rend pas. Ce qui rend un personnage intelligent, c'est les relations, c'est les interactions qu'elle a avec les autres personnages, c'est ce qu'elle fait. Et là non, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'elle cite du Tchekhov que ça y est, c'est facile, quoi. C'est facile. Et qu'est-ce que tu penses de son obsession des personnages féminins mannequins? En fait, le truc, c'est que Luc Besson, il avait cette obsession déjà, et bien avant qu'il y ait tous les mouvements féministes, machin, etc. Donc lui, ça date pas d'hier. C'est un peu, si tu veux, c'est un peu comme Cameron, quoi. C'est-à-dire que il a toujours eu cette obsession des femmes badass, quoi. Des femmes qui mènent le jeu, qui mènent la danse, et on va en parler d'ailleurs quand on va parler des anciens films de Besson. Mais par contre, oui, son délire de mannequin
russe depuis le film Angela, je crois, hein, parce que ça date de là, et puis Oui. même avec les autres productions EuropaCorp d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai même envie de te dire, c'est depuis le 5e élément, avec Mila Oui, Jovovich. oui, oui, avec Mila Jovovich. Mila Jovovich qui était un mannequin. Exactement. Alors, je dis pas qu'un mannequin peut pas être une bonne Non, actrice. c'est pas parce ça. que d'ailleurs, Kim Basinger était mannequin, je crois. Exactement. Bon, Voilà. c'est pas Meryl Streep non plus. Ouais, mais elle Mais- jouait très bien. Mais il y a des films où elle jouait très bien. Ouais. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est pas depuis le 5e élément qu'il a eu cette obsession Si, de. Enfin, ce fantasme des femmes. Oui, des filles d'Europe de l'Est en fait. Et, Oui, voilà, oui, des filles d'Europe de l'Est. l'Est. Mais je trouve qu'il arrive pas à les rendre fortes, ces Non. femmes, tu vois. Moi, j'ai l'impression de voir des demeurés. Oui, oui, Non, oui. mais. Ouais, Ou alors, ouais, est-ce que c'est son fantasme des grands mannequins demeurés? un peu, ouais. Non, il y a mais je peut-être sais un pas. côté comme ça. Non, mais parce ouais. que Mila Jovovich dans le 5e élément, elle fait un peu demeuré. Oui, quoi. c'est un peu candide, quoi. C'est un peu genre, elle découvre le monde, quoi. Et, Oui, mais voilà, la multipasse et Ouais. elle rigole comme une Ouais. débile. Enfin, Ouais, c'est je vrai. sais pas, je trouve que ça la met pas en valeur, quoi. Enfin, Oui. tu vois, je prends l'exemple de. Enfin, je sais pas, si je prends l'exemple de Helen Ripley dans Alien, Ouais. ça, c'est une femme forte. Oui, quoi. c'est vrai, Elle a de mais- la personnalité, elle a. En fait, le truc, c'est que Besson, il est obsédé aussi par le fait d'avoir des femmes-enfants. C'est-à-dire que quand Ouais. le truc du 5e élément que tu me cites avec Lilou et tout ça, et Multipass et machin, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté femme-enfant qu'il aime. Hein. Bon, je vais pas critiquer ce truc-là, mais si tu veux, il y a un moment donné, ouais, c'est un peu fatigant parce qu'en même temps, il faut qu'elle soit femme-enfant et en même temps, il faut qu'elle soit super badass, c'est-à-dire flinguer 50 mecs dans une salle, tu vois, comme dans Anna, quoi. Et tu te dis, ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas, quoi. Oui, mais pourtant, tu vois, dans Léon, avec Nathalie Portman, qui est femme-enfant, enfin là, c'est Ouais. vraiment même un enfant, c'est même plus une femme-enfant, ça marchait. Ouais, ça marche. Parce que là, c'était vraiment un enfant, peut-être. Ouais, et puis je trouve que dans Léon, Nathalie Portman subissait plus les choses. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Elle était Oui. vraiment, Elle dessoudait pas 40 mecs, Voilà, quoi. elle Ouais. était avec la figure tutélaire de Jean Reno, et c'était ça qui était intéressant, c'est-à-dire que elle était pas, elle prenait pas des guns et c'est parti et vas-y machin. Alors que maintenant, on fait des trucs totalement décomplexés, sous prétexte que il a vu John Wick. Mais sauf que John Wick, ça fonctionne pas du tout sur les mêmes choses. Et il a envie de faire son John Wick, mais avec une gonzesse, quoi, tu vois. Et Bah, pour moi, c'est ça qui marche pas, quoi. Bah, en fait, moi, je pense ce qui ne marche pas par rapport à un John Wick, c'est aussi c'est le ton du film. C'est-à-dire que John Wick, on en discutait, ça marche aussi parce qu'il y a il y a un ton un petit peu surréaliste. Oui. On est dans quelque chose de surréaliste, donc on accepte cette démesure, Voilà. cette démesure de scènes d'action. Et puis l'avantage d'un John Wick, c'est que, en fait, c'est John Wick peut-être le méchant du film. Alors là, je parle du premier, quoi. Ouais. Pour moi, c'est plus le méchant du film. Donc c'est là où est le surréalisme, en fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que, Oui. vu que les situations sont inversées, donc à la limite, tu te dis, oh, c'est tellement dingue que tu vas y croire. Et puis, comme tu disais, il y a tout l'aspect chorégraphié. Ouais. Où là, tu te dis, bon, c'est tellement dingue que, à la limite, t'acceptes presque le postulat, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Que dans Anna, ça se veut hyper réaliste, et c'est là où pour moi ça fonctionne pas. En tout cas, l'actrice, enfin le mannequin, parce que c'est un mannequin à la base, Sacha Luce, un mannequin russe. Franchement, quand j'ai vu la bande-annonce et quand je suis allé voir le film, je m'attendais à une catastrophe par rapport à son jeu. Et finalement, au fur et à mesure du film, j'ai trouvé qu'elle s'en sortait pas trop mal. Ouais. Je dis pas qu'elle pourrait faire n'importe quel rôle, c'est clair. Ouais. Mais il y avait des scènes où, enfin en tout cas, elle jouait bien, quoi. Enfin, ça va, quoi, ça passait. Mais ça ne suffisait pas à sauver un scénario un petit peu bancalos et puis surtout très très déjà vu, recyclé. Enfin, c'était du recyclage. Et d'ailleurs, la musique est toujours d'Eric Serra, mais Eric Serra, là, il n'est plus Eric Serra. Enfin, je veux dire, on a l'impression que il n'est Eric Serra, plus la que- grande époque, c'est fini, quoi. Ah ouais, là, parce que- malheureusement, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ouais. Mais il y a même le même chef-op, il y a Thierry Arbogast, Thierry voilà, Arbogast, qui est le même chef-op, qui est le chef-op attitré de Luc Besson depuis Nikita, je crois. Ouais. Donc ça reste un film de bonne facture techniquement, tu vois. C'est ça qui est malheureux en fait. Et puis il a un putain de casting, voilà, comme t'as dit. Il y a Cillian Murphy, il y a Luke Evans, il y a Hélène Mirren. C'est aussi un petit peu pour ça qu'on est allé le voir, tu vois. On s'est dit oui. bon, il y a peut-être quelque chose d'intéressant par rapport aussi au casting, etc. Qu'est-ce qu'il leur a fait faire à tous ces acteurs. Et finalement, c'est pas très C'est pas très engageant. c'est pas très engageant. Voilà, on a craché sur Luc Besson là, mais on va vous parler de sa grande époque. On va vous expliquer pourquoi on aimait tant Luc Besson dans les années 80, les années 90, pourquoi on aimait ses films. Et franchement, moi je me rappelle, tu te rappelles dans les années 90, on adorait Luc Besson. On adorait Luc Besson. On pensait qu'il allait, on croyait en lui. C'était pour nous presque l'espoir Ouais. du cinéma français, tu vois. Ah mais oui, mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut recentrer en fait dans
dans les années 80, c'était beaucoup le cinéma, c'était beaucoup le cinéma d'auteur, hein, c'était aussi le cinéma de Piala, c'était du cinéma en fait qui était très français. Franchement, hein, ça veut pas dire qu'il était désagréable parce qu'il y avait d'énormes films dans ces années-là. Des très bonnes comédies. Voilà, des très bonnes comédies. Et t'as un Besson qui arrive et qui lui dit, en gros, bah moi je vais filmer différemment, je vais montrer qu'on peut faire des films en France, mais genre de manière différente. Et il arrive avec un truc sur la forme extraordinaire. Il a un chef-op incroyable, il a des angles de caméra de ouf, et tout ça avait commencé quand même avant Le Grand Bleu et avant Subway, avec Le Dernier Combat, qui finalement, pour moi, est peut-être son meilleur film, mais en même temps, qui montrera les limites de Besson. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui est sans dialogue. Et on se rend bien compte que, c'est con à dire, mais Besson, c'est quand même pas le meilleur dialoguiste de la Terre, c'est même peut-être un des pires, et même dans des films que j'aime bien de lui, hein, attention, hein, même Le Grand Bleu et tout ça, je trouve que les dialogues sont vraiment mauvais, et c'est pour ça que Le Dernier Combat est si fort, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il savait pas dialoguer, qu'il fallait pas mettre de dialogue, et qu'en gros, on est dans un contexte de fin du monde, que les gens ne savent plus parler entre eux et tout ça. C'est un des films les plus intéressants que j'ai vu en termes de film français, le Dernier Combat. Ouais. Et honnêtement, tout fonctionne là-dessus, quoi. Et déjà, il y avait cette envie de filmer autrement les films français, quoi. Et tout ça s'est gâté. À partir de quel film pour toi ? À partir de... Parce qu'on a aimé Luc Besson jusqu'à quoi ? Léon ? Ah, on a aimé, ouais, à peu près, jusqu'à Léon. Bah, c'est après où, en fait, il a eu des envies, à partir de Léon d'ailleurs, mais Léon, ça passait encore parce que on restait encore un petit peu dans une espèce de cinéma intimiste qui savait faire. Et le truc, c'est que je pense que quand il a eu La Folie des Grandeurs, à partir du 5e élément, qui pour moi est une catastrophe, et on l'avait dit déjà, quand tu revois le 5e élément, pour moi, ça ne marche pas, mais parce qu'il a voulu faire son film américain. Et pour moi, là, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que, je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, tous les bons films de Besson, jusqu'à Léon, ils étaient tous produits par la Gaumont et non pas par EuropaCorp, quoi. EuropaCorp, c'est venu après. Et c'est quand il a eu des désirs d'indépendance et que monsieur n'a plus voulu travailler avec la Gaumont, t'as l'impression que la Gaumont, en fait, arrivait à le resserrer, Besson, quoi. Arrivait à lui dire, ouais, tu sais, ça, non, pas trop, machin. Alors peut-être qu'il avait beaucoup de liberté, hein, je dis pas. Mais voilà, quoi. Peut-être que après, monsieur, je fonde EuropaCorp, le mec a cru qu'il pouvait être à la tête d'un véritable studio, mais c'est compliqué à diriger un studio. Tout le monde n'est pas Steven Spielberg quand tu fondes Amblin, quoi, tu vois. Par exemple, tu n'as pas toujours le nez pour être à la tête de quelque chose. Je sais pas, il faut avoir du talent. C'est un talent aussi. La preuve, là, il s'est vautré. Enfin, EuropaCorp est en train de couler. Hein, bah voilà. Mais bon, ça aura duré longtemps quand même. Hein. Oui. À pomper les scénarios des autres. Mais bon. Ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est encore une autre histoire. En fait, il a voulu s'internationaliser et c'est là que ça a été le début de la fin. Pour moi, c'est le début de la fin. Et puis, toutes ces productions, il s'est perdu dans les Yamakasi et les Yamazobi et les Wasabi et les taxis, je sais pas quoi, et les poursuites en Audi et les méchants qui défendent des putes. Disons que c'est des concepts qui peuvent fonctionner sur un film. Par exemple, Taxi, ça avait fonctionné sur un film, ça avait fait un carton et tout ça, parce que le concept était sympa, parce que c'était une manière aussi de mettre un peu une dynamite un peu dans le cinéma français, un peu plan-plan, quoi, et d'arrêter peut-être ce cinéma auteuriste. Donc c'est là où ça pouvait être intéressant, Besson. Mais le problème, c'est que après ça se répète toujours la même formule. Et tu dis, et le mec s'est enfermé là-dedans. Et moi, j'aime Le Grand Bleu. Je veux dire, le scénario, pour moi, c'est une belle histoire, mais c'est pas un grand scénario. Et franchement, il n'y a pas de bon dialogue. Mais c'est un film d'ambiance, c'est un film qui plante quelque chose. Et moi, je le regarde toujours avec énormément de nostalgie, mais vraiment avec un truc où tu te dis, putain, ce film, il est juste beau, quoi, en fait, tu vois, voilà. Et il n'y avait pas besoin d'aller chercher des stars internationales. Bon, même s'il met Rosanna Arquette dedans, hein. Mais il n'y avait pas besoin, tu vois, d'aller faire plein de trucs. Ouais, mais tu vois, encore une fois, simple, quoi. Non, mais voilà, à la grande époque de Luc Besson, voilà, il prenait Rosanna Arquette, il prenait Anne Parillo, il prenait Isabelle Adjani. Sur les femmes, alors. Et après, il a complètement vrillé. Enfin, tu vois, il prenait des actrices, quoi. C'est ça que je veux dire, avant de prendre des mannequins. Pourtant, Anne Parillo, Rosanna Arquette, c'est des très belles femmes, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais il prenait des actrices. Et là, c'est l'inverse. Il prend d'abord des mannequins et on va voir si on peut la transformer en bonne actrice. C'est vrai que sur le cinéma de Besson, c'est un cinéma qui est pas... comment te dire, quand tu le revois, peut-être qu'il y a des choses qui ont un peu vieilli, mais quoique, moi, quand je revois par exemple Subway, c'est un film, je trouve que plastiquement, il a pas vieilli parce que, justement, les partis pris de mise en scène, de placer sa caméra, de filmer en travelling avant, en vue subjective et tout ça, je trouve que ça marche encore. Et alors même s'il y a un peu une imagerie années 80 sur les fringues et tout, ok, mais je veux dire, ça marche encore sur la technique. Pour moi, c'est le scénar après qui marche pas du tout, parce que c'est un peu, pour moi, c'est un peu ni queue ni tête, quoi. Mais disons que sur l'ambiance, fallait oser faire un film dans le métro, quoi.
Et c'est extraordinaire, quoi. Et puis, voilà, puis la musique de Serra, elle est juste incroyable. C'est vrai que c'est fou parce que Eric Serra, il a suivi presque le même parcours que son réalisateur. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fait ses meilleures musiques sont dans les meilleurs films de Luc Besson. Complètement. Et passé le 5e élément, les musiques d'Eric Serra... Alors, exception faite quand même, mais qui n'était pas un film de Besson, c'était la musique d'Eric Serra dans GoldenEye, qui était quand même pas mal. Oui, mais ça c'était en 95, c'était avant le 5e élément. T'es sûr? Ah oui, certain. Ah d'accord. C'était après Léon en fait. D'accord. Où, vu que Léon ça a cartonné à l'international, il s'est fait remarquer, Eric Serra a été embauché pour faire la musique de GoldenEye. Est-ce que tu te souviens de ce truc de ouf quand dans la BO, non, dans la bande-annonce, dans le trailer de Léon, oui, tu avais l'extrait de la musique de Nikita, mais ça défonçait. Mais qu'est-ce que ça défonçait? Mais parce que la BO de Nikita, elle était juste extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et pourtant, ça diffère totalement de ce qu'il a fait dans le Grand Bleu. Mais parce que dans le Grand Bleu, c'est vachement poétique, c'est onirique, c'est beau, ça te fait penser à la mer tout le temps. Mais c'est vrai que jusqu'à Léon, c'était bien, quoi. C'était bien. Et après, c'est parti en cacahuète, Luc. Voilà. C'est tout ce qu'on voulait te dire, Luc. On t'aimait, en vérité, c'est ça. Mais... On t'adorait, Luc, dans les années 80-90. Et après, tu nous as trahis. Bon, alors, combien tu lui mets? Alors, moi, Anna, combien je vais lui mettre? Je vais lui mettre 2 sur 5. Bon, et moi, comme je suis toujours le pendant gentil du duo, je vais lui mettre 2,5. Voilà. Super. Allez, 2,5 parce que je trouve que l'actrice m'a un petit peu surpris. Je m'attendais à une catastrophe et finalement... ça va, elle est pas ridicule. Voilà pour la critique de Anna, j'espère que ça vous a donné envie d'aller le voir, mais bon courage. Il faut aller le voir parce que sinon EuropaCorp va couler. Voilà, EuropaCorp va couler. Non mais c'était... Ce serait pas une mauvaise chose d'ailleurs, vu toutes les bousasses qu'ils nous ont fournies ces derniers temps. C'est sûr. Même s'il y a peut-être une ou deux exceptions sur des films produits, des films de Tommy Lee Jones par exemple, qui ont été produits je crois par EuropaCorp et qui pour le coup c'était intéressant. I Love You Philippe Morris. Et I Love You Philippe Morris. Je crois que c'était EuropaCorp. Oui, si c'était EuropaCorp. Donc il y a des trucs, mais franchement, plongez-vous plus dans la première partie de la filmo de Besson, quoi. Notamment si vous n'avez pas vu le dernier combat, regardez-le, c'est extraordinaire. Premier rôle de Jean Reno en méchant, c'est mortel. Franchement, voilà quoi. Puis surtout si vous voulez voir Jean Reno bien jouer, il y a que dans les films de Luc Besson. Non mais ça on peut lui reconnaître ça à Luc Besson, c'est le seul réalisateur qui a réussi à bien faire jouer Jean Reno. Non mais pratiquement. Mais pour moi c'était Jean Reno, c'était un peu son alter ego quoi. Bah oui. Il y avait un côté vraiment. En fait c'est ça je crois. En fait à partir du moment où il s'est séparé de Jean Reno, il a plus fait de bons films. Après c'est fini. Non mais c'est vrai. Parce qu'attends, Léon, il jouait même dans Nikita même s'il avait un petit rôle, mais il joue dans tous les films de Besson. Ouais, il joue dans tous les films de Besson. Et après c'était terminé. Voilà, on a l'explication. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Anna dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous? Est-ce que vous avez été séduit? Est-ce que vous avez été emballé par ce thriller d'espionnage? Est-ce que vous êtes prêt à défendre Luc Besson jusqu'au bout? Qu'est-ce que vous avez pensé de Anna? Et puis voilà, moi j'ai tout simplement envie de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine critique, nous verrons bien. Peut-être un prochain duo chez toi, on verra, hein, on alterne un petit peu. Voilà, on verra sur quel film, on verra si c'est l'actualité, pas l'actualité. Bref, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. En tout cas, continuez à fréquenter les salles obscures. Allez, au revoir!